On va regarder ce qui se passe au niveau de la criminalité ici dans la région de Québec. Essayer de regrouper toutes les informations qui circulent ici et là. Faire des liens entre certaines. D'autres ont peut-être pas beaucoup de liens, mais somme toute, il faut s'apercevoir que il y a un noyau central qui cause énormément de problèmes. Tu sais, là, on a parlé dans le bulletin de nouvelles il y a 1 heure de ce qui se passe à la prison de Québec. Donc, des gangs qui reçoivent des colis par drone, des tentatives de meurtre, des enlèvements, donc de tout ce qui s'est passé. Et pour en parler avec nous, il est enquêteur retraité à la Sûreté du Québec. Pierre Sanson est notre invité. Salut Pierre! Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça a brassé dans les dernières heures? Des dernières semaines, des derniers mois. Ça arrête pas, hein? Ça arrête pas. Les criminels, ils prennent pas de pause, ils prennent pas de vacances? Non, puis ils ont même pas pris de pause durant le temps des fêtes. Si on fait une petite revue un peu de l'actualité judiciaire concernant la guerre des gangs, là, si on commence, mettons, à partir du 19 décembre, parce qu'on est en période des fêtes pas mal à cette date-là, il y a un septuagénaire là, de la région de Jonquière qui a été rué de coups, battu par 6 individus là, qui viennent de la région de Montréal, là, des gens là, de autres que blancs. Il avait d'ailleurs été arrêté au Lac-Beauport là, suite à une opération sang. Et ça, c'était une erreur sur la victime. Suite à ça, ben là, on serait le 27 décembre. Donc, l'homme battu à Jonquière avait rien à voir avec le milieu criminel. Non, c'est un quiproquo. C'est vraiment une erreur sur la victime dans ce dossier-là. Et puis là, on parle d'un septuagénaire. Là, on parle pas de quelqu'un de 25 ans. Là. C'est vraiment une victime innocente, là, collatérale de la guerre, de ce qui se passe présentement. Le 27 décembre, 2 jours après Noël, un homme à Sainte-Croix-de-Binière sur son terrain est criblé de balles et je pense que son état de santé était précaire à aller jusqu'à dernièrement. Il n'y a toujours pas eu d'arrestation là-dedans. Le 29 décembre, toujours dans la même région, Saint-Gilles-de-Binière, il y avait eu un véhicule incendié. Ça avait été assez spectaculaire. Il avait mis une traînée d'essence dans la rue pour allumer la traînée d'essence qui se rendait jusqu'au véhicule. On peut voir ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est relié également? C'est relié relié à la guerre des gangs. Ensuite de ça, le 7 janvier, on a un meurtre d'un homme de 63 ans à Saint-Turbide, en Port-Neuf, qui n'a toujours pas eu d'arrestation dans ce dossier-là. L'homme, selon ce qui est dit dans les médias, était connu là, pour être dans le monde interlope. Je vais m'arrêter là. Donc ça, c'est pas une erreur, par contre. C'est pas une erreur non plus. Le 11 janvier, un autre quiproquo encore dans le stationnement à Saint-Nicolas, là, un homme dans la fin de la vingtaine là, qui était un Ontarien qui est puis en transit ici à Lévis. Le monsieur s'était pris un hôtel pour faire une pause là, parce qu'il se rendait dans les Maritimes, accompagné d'un ami, puis ils ont décidé d'aller prendre un verre dans un bar là, à proximité. Et puis, à la sortie du bar, ben, il a décidé d'aller chercher des effets personnels pour se rendre à sa chambre. Il s'est fait cribler de balles. Là. On parle de plusieurs balles, puis un arme de longue a été trouvé sur les lieux. Et là, le 13 janvier, hier, on a l'événement de Sainte-Marie-de-Beauce, où il y a une fusillade en plein centre-ville de Sainte-Marie à 9h, 9h15 du matin. Et en fin de journée, pas en fin de journée, en avant-midi à Saint-Charles-Borromée, tout près de Joliette, où un proche une relation à Hells Angels est abattu dans son véhicule, là, alors que son fils de 4 ans est dans l'auto. Là, on vient de passer à une autre ball game, si vous me permettez l'expression anglophone. Parce que là, la sécurité du public est mise en cause. Là, parce qu'il y a des erreurs sur la personne, il y a des actes qui sont commis en plein jour devant des gens. Quand tu parles d'erreurs sur la personne à Saint-Nicolas, il y a aussi des jeunes hockeyeurs qui étaient dans le stationnement, qui ont vu cette altercation-là, qui sont quand même marqués de ça. Fait que là, ça vient affecter le public en général. Là. Les informations qui se dit un peu partout, c'est qu'il y avait des proches des Hells Angels qui auraient probablement... Un de ceux était visé et était dans le même bar et avait une ressemblance avec la victime. Mais là, une ressemblance, un gars de 30 ans avec... beaucoup de gens se ressemblent. Là. Fait que l'erreur est facilement faisable. Fait que ça commence à être assez dérangeant. Là. J'aurais le goût de te demander, Pierre, est-ce que c'est une nouvelle classe de criminels ou c'est des gens incompétents, ils sont trop jeunes, ils manquent d'expérience, ou c'est un peu tout ça? J'aurais le goût de dire que c'est pas de classe de criminels. OK. Parce que
là, on a vu Grégory Wally qui se fait abattre dans son véhicule il y a à peu près 1 an et demi avec sa femme et son enfant dans le véhicule. Là, on en voit un hier à Saint-Charles-Borromée. C'est une pas de classe de criminel. C'est une nouvelle façon de faire qu'eux autres, le service de renseignement laisse à désirer. Ils prennent l'occasion. L'occasion fait le larron, comme dirait le dicton. Mais ça commence à être inquiétant. Puis comme je te le disais, Stéphane, durant la pause, ben le premier ministre, quand il reçoit ses ministres, ben là, en ce moment, il y a son ministre de l'Économie qui parle des tarifs douaniers, qui est très important. Après ça, il parle avec M. Dubé en santé, qui a des gros problèmes aussi avec la santé, les urgences qui débordent, etc. M. Drainville, qui a des problèmes avec les écoles, les religions, Mme Chantal. Et quand M. Bonnardel arrive à son tour, puis lui, il parle d'une canard qui tire sur un autre canard, ben c'est un peu moins important. Mais là, on n'est plus là, là. On n'est plus là. Là, on parle d'erreur, là. On parle d'un jeune homme dans la vingtaine qui se fait assassiner en plein stationnement de stationnement d'hôtel à Lévis, pas à New York, là. Et puis, un monsieur, un septuagénaire à Jonquière qui se fait battre pratiquement avec des blessures graves. Et là, une fusillade en pleine rue à Sainte-Marie. Là, non, là, je pense que le DGO, enquête criminelle, que je pense qu'il est le plus puissant comme policier au Québec, là, tout corps de police confondu, Benoît Dubé, que c'est un policier d'expérience, c'est un gars excessivement brillant. Il faut qu'il descende ce matin là, ou cette semaine au MSP, au ministère de la Sécurité publique, qu'il s'assoie avec le ministre et il dit, écoute, là, ça nous prend un task force, un peu comme il avait été fait à l'époque de Carcajou ou à l'époque quand Mme Boucher avait ordonné l'assassinat des gardiens de prison en 97, là, Diane Lavigne le 27 juin, puis Pierre Rondeau le 8 septembre, on doit faire une équipe, un task force avec les policiers de Lévis, les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, pas pour enquêter les stupéfiants, mais pour enquêter tout ce qu'il y a en ce moment de tentatives de meurtre, de voies de fait graves, d'incendies de véhicules. On doit tout regrouper ces gens-là, faire vraiment... une radio. Pourtant, il y en a beaucoup de BFM qui sont en prison, là. Tu sais, on n'en parlera pas tout de suite de la prison, mais il y en a beaucoup qui ont été arrêtés au cours des derniers mois, là. Mais on dirait que t'en enlèves un, puis il en pousse un autre. Fait que c'est quoi? C'est les dirigeants qu'il faut arrêter? Ben, il faut savoir qu'ils font beaucoup de recrutement, puis en ce moment, ben, ils ont l'air du groupe puissant. Fait qu'ils ne semblent pas avoir de difficulté à recruter des gens. Et là, on parle beaucoup de Montmagny, la Beauce, la Rive-Sud, la région de Québec. Mais Sept-Îles, Trois-Rivières, le Saguenay, je vous dirais que c'est presque pire, ou c'est peut-être pire. Fait que là, le BFM met des tentacules à la grandeur de la province. Il faut savoir aussi que souvent, des gens sont arrêtés, BFM, Hells Angels, ou peu importe, ils sont remis en liberté le jour même ou dans les jours suivants. Fait qu'ils continuent leurs activités, ils continuent leur recrutement. Oui, les tribunaux leur mettent des conditions de remise en liberté, mais pour la plupart, on ne les respecte pas dans ce monde-là. Pourquoi tu me parles pas de Montréal? Pourquoi tu m'en parles pas, mais il semble rien se passer à Montréal. Est-ce que ça veut dire que dans certains secteurs, c'est réglé, les Hells sont effacés, puis c'est rendu un monopole pour un des gangs? Je suis beaucoup l'actualité aussi à Montréal. Il y a beaucoup moins d'événements présentement. Il semble que le contrôle puis la division des territoires soit mieux gérés à Montréal qu'en périphérie. Mais il faut savoir que les Hells Angels, leur force a toujours été en région rurale. Ils avaient pris un petit peu le contrôle suite à la guerre des motards en 95-94 pour prendre l'est de Montréal, puis s'étaient entendus avec les Italiens, etc., les Colombiens. Mais leur région forte a tout le temps été les banlieues. Et là, ils sont en train de se faire prendre les banlieues par les BFM. Okay. Les BFM. Est-ce qu'il se prend plus de drogue en région qu'en ville? Non. Ça par rapport? Non, c'est par capita, ça. OK. Fait que là, est-ce que les Hells Angels, parce que c'est eux qui sont quasiment les victimes, à chacun des attentats, ça semble eux être les victimes. Tu sais, je veux dire, on repense au drame de Frampton, où des jeunes sont rentrés dans un des repères des Hells, se sont fait désarmer, puis finalement, c'est un des jeunes qui s'est fait, qui a perdu la vie. Mais même affaire avec l'enlèvement qu'il y a eu là, d'un gars de Montmagny, qui est une relation des Hells Angels, qui va tuer plus tard dans la nuit le gars qui va l'avoir enlevé. Outre ça, les Hells sont toujours les gens visés dans ça. Ben oui, ça c'est sûr que c'est toujours les gens visés parce que c'est eux autres qui... La guerre est avec eux autres, puis c'est eux autres qui demandent à avoir le 10 de quote-part. Oui, présentement, sont plus victimes que les BFM. Bon, à cette heure, leur stratégie est d'attendre que les policiers fassent un grand ménage sur les BFM, puis où est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre le contrôle? Est-ce que c'est leur stratégie? Est-ce qu'ils ont de la misère à savoir
qui sont leurs ennemis, parce que les Hells Angels, ils s'affichent, hein? Ils ont des couleurs, ils ont des locaux, etc. Tandis que les BFM, ils sont où? Ils s'appellent qui? Ils sont habillés comment? Ils ont quel signe? C'est un petit peu difficile au niveau du renseignement. Par contre, ils ont quand même quelques événements. Là, on a eu un meurtre à Montjoly, on a eu un incendie à Saint-Malachie où un des jeunes avait été brûlé à 85 % de son corps. Ça avait été commandé par les Hells Angels. Ils ont quand même encore impliqués, mais ils continuent à vendre le drogue, ils continuent... ils ont plus de difficultés, mais ils ont encore le bon vendeur là, ici et là en province. OK, donc ils ne disparaîtront pas pour tout de suite, là? Pas du tout. Une réplique est assurément à venir. Je pense que le pire est à venir. OK. Ah oui. T'as dit quelque chose qui m'a vraiment frappé, parce qu'on m'avait dit la même affaire en 2006, quand je suis allé en Afghanistan. Les soldats, les experts de l'armée canadienne qui nous accompagnaient, ils m'ont dit, c'est une des guerres que l'on trouve les plus difficiles parce que on sait pas qui est notre ennemi. On voit un Afghan sur le bord de la rue avec son accoutrement, un genre de grand robe, mais lui, il a peut-être un AK-47 en dessous de ses vêtements, puis l'autre, il en a pas. Il dit, ils sont pas habillés en soldats, c'est très difficile de les identifier. Tu le dis, depuis des années, à la Sûreté du Québec et dans tous les corps spécialisés, les criminels sont connus des corps de police, là. Oui, mais pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire avec l'Afghanistan, prenons les 6 personnes qui ont été arrêtées dans le dossier des voies de fait du septuagénaire. Ils se font arrêter à Lac-Beauport, ils ont des noms c'est pas des Tremblay, c'est pas des Sanson, des Dupont, c'est des gens de la région de Montréal. Ils disent qu'ils sont connus des policiers. Bon, mais connus des policiers de la région de Montréal pour avoir fait peut-être des petits crimes dans cette région-là, mais ils sont pas connus des Hells Angels de Québec. Fait que ils viennent de partout. Des 4 coins de la province. Fait que pour eux autres, c'est difficile de savoir qui est leurs ennemis, là, vraiment. Là. Comment on a fait pour les arrêter à Lac-Beauport? Il y avait eu une opération 100, il y avait une description des véhicules, et puis c'est les policiers qui l'ont... une belle job des policiers de la Sûreté du Québec qui avaient été là-dedans. Puis fait à noter, les BFM se servent beaucoup de femmes pour faire leur coup. On voit ça souvent, il y a eu plusieurs événements où ce que des femmes sont impliquées, alors que les Hells Angels, jamais qu'ils emmenaient une femme dans le dossier. Puis ils les impliquent à quel niveau? Ils tiennent un gun ou ça, je savais pas ça? Ils participent vraiment, sont dans l'auto, on l'a vu à Saint-Malachie, entre autres. Là. Bon, les femmes s'impliquent là-dedans, puis pas mal plus qu'on pense. Je te dirais, Steph, qu'il y a à peu près un dossier sur 3 dans tout ce qu'on a dans l'actualité qui, effectivement, il y a au moins une femme qui est impliquée, là, dans la vingtaine, dans la trentaine, bien souvent. Ouais. OK, et qui s'implique dans cette affaire-là. On vient de parler d'Opération 100. Hier, il y en a eu une aussi. C'est quoi exactement? Donc, il arrive hier une fusillade, un homme battu à Jonquière. Ça prend combien de temps avant de déclencher ça? Puis, est-ce que tous les corps de police sont impliqués à ce moment-là? Une Opération 100, je pense que je ne révélerai pas une information que personne ne sait, parce que jamais que je voudrais faire ça. C'est à l'interne de la police. Mais c'est connu. C'est connu. Okay. C'est connu par tout le monde. C'est connu par les médias. Puis c'est connu par les criminels, parce qu'il fut une époque où beaucoup de criminels s'amenaient un scanner, un baladeur d'ondes pour savoir s'il y avait une opération 100. Une opération 100, c'est déclenché à partir du moment où tu as une description d'un suspect, une description d'un véhicule, et puis tous les corps de police avoisinants sont impliqués pour faire des barrages aux intersections. Hier, on parle de Sainte-Marie-de-Beauce. Alors, il entoure la ville de Sainte-Marie, alors pour vérifier les véhicules le véhicule suspect, s'il ne prendra pas la fuite, pour essayer de sortir du périmètre. Bon, hier, ce que je déplore, c'est qu'il y avait un véhicule suspect. Je ne nommerai pas la sorte parce que les policiers ne l'ont pas rendu public, mais c'est une sorte de véhicule qui était rendu public sur les médias sociaux hier soir. Fait que je l'ai vu moi aussi. Je me demande pourquoi ils n'ont pas fait appel aux médias pour chercher ce véhicule-là. Souvenons-nous le dossier de la policière Catherine Giroux en Beauce qui avait été tiré par un bandit là, sur le long de l'autoroute. Il avait fait appel aux médias à ce moment-là. Oui. Puis les médias, c'est grâce aux médias qu'un monsieur d'une entreprise sur la rive sud de Québec, là, je pense au Costco, au Walmart à Lévis, là, qui avait eu la diligence d'esprit de remarquer le véhicule qui était recherché grâce à ce qui avait été dit dans les médias. Et puis ce dangereux criminel-là avait été arrêté. Hier, il avait fait appel aux médias pour le véhicule, puis soit dit en passant, c'est un véhicule c'est une sorte on n'est pas un Honda Civic blanc ou noir. Non, là. c'est ça, on n'est là. pas à New York. On est à Sainte-Marie-de-Beauce. Et les alentours de Sainte-Marie-de-Beauce, on sait que les Beaucerons, là, c'est du monde brillant. C'est du monde... Ils sont allumés, les Beaucerons. Ils sont mamans.
Ben là, je ne saurais pas le dire ce que là, mais ils sont allumés. Puis tous les petits les villages avoisinants, ben ils connaissent qui passe dans les rangs. Fait que si hier matin, la Sûreté du Québec avait fait appel aux médias, puis avait dit, on cherche un tel véhicule d'une telle couleur, le téléphone aurait sonné sans arrêt. Puis possiblement qu'il y aurait eu un téléphone, dire, le véhicule est stationné dans un stationnement d'un hôtel, d'un motel, d'un restaurant, parce que ce véhicule-là a été retrouvé incendié à East Broughton cette nuit. Bon, il a fait quoi hier matin vers 9h, puis cette nuit? Il était stationné à quelque part, il est sûrement pas descendu à Limoilou, prendre quelques bières, puis remonter de l'incendie à East Broughton. Fait qu'il il a pataugé dans ce secteur-là, ou s'est stationné dans ce secteur-là. Pour faire ton travail, là, Pierre, au niveau où tu l'as fait, là, est-ce que tu dois te mettre dans la tête comme si toi, t'étais le bandit? Tu sais, là, j'essayais, là, parce que tantôt, c'est toi qui m'as allumé là-dessus. À 9h, il arrive l'événement à Sainte-Marie. Rapidement, il y avait beaucoup de témoins. Évidemment, c'est en heure de pointe. On est sur le boulevard Vachon. Tu l'as dit, on identifie un véhicule qui est spécifique. Tu fais quoi? Mettons, là, je suis le bandit. C'est sûr que je cherchais pas à faire bien des kilomètres, mais tu te caches où? T'es probablement pas chez vous. C'est pas quelqu'un du coin, probablement. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Bien, c'est souvent, il y a beaucoup de similitudes dans beaucoup de dossiers. Bon, il y a des enquêteurs de scène de crime, il y a des techniciens en scène de crime, il y a des enquêteurs qui colligent la preuve, qui vont rencontrer les témoins, qui prennent des versions, mais il y a aussi des trouveurs. Moi, c'était mon expression, un trouveur. Ça, c'est un policier qui va partir avec son pad de notes, là, puis qui va aller cogner à toutes les portes, qui va aller voir les bandits du secteur, qui va aller voir évidemment, les caméras, les chauffeurs de taxi, etc., mais qui va essayer de trouver c'est qui. Lui, là, la preuve, il la ramasse pas. Il veut trouver c'est qui pour la donner aux enquêteurs. Comme en ce moment, ça prend un trouveur pour trouver Dave Turmel, ça prend un trouveur pour trouver Al Boivin, ça prend ces genres de policiers-là qui vont aller voir les bandits, puis quand tu vas voir ces bandits-là, tu vas cogner à leur porte, là, 3 sur 4 te mettent dehors. Mais il y en a un qui va te parler. Okay. Puis il y en a un qui t'a mis dehors, qui va te rappeler peut-être dans les semaines suivantes parce qu'il y a du trouble avec l'organisation. Il commence à avoir de la pression. Fait que c'est des lignes à l'eau que tu mets, puis à un moment donné, ça mord. Mais avec maintenant, tu sais, Turmel, Boivin, j'ai l'impression qu'ils peuvent être n'importe où sur la planète. Fait que, est-ce qu'on fait erreur de les chercher un peu partout sur la planète? Est-ce qu'ils peuvent contrôler ça de si loin que ça ou ils sont peut-être ici? Non, on ne fait pas erreur du tout. Au loin de là, ils font bien de chercher. S'ils peuvent contrôler, je pense que le principe de base en gestion, c'est le POC, là, planification, organisation, direction, contrôle. Je pense que Picturmel, en ce moment, ou Al Boivin, planifie, organise, puis dirige, puis contrôle bien ces hommes-là. OK, ils font des erreurs, mais ça ils ne contrôlent pas. Là. Mm-hmm. Mais... Là, tu as dit tantôt que le grand boss des policiers devrait demander la formation d'une escouade particulière. Est-ce que c'est d'avoir l'autorisation de le faire ou c'est d'avoir le financement pour mettre sur pied? Est-ce qu'on manque d'argent, autrement dit? C'est sûr que les budgets du gouvernement provincial, c'est du 1er avril au 31 mars. Quand on arrive à cet ainsi de l'année, en janvier, il n'y a plus d'argent dans les coffres. On le voit en santé, il faut qu'ils récupèrent des milliards. Mais quand la sécurité du public est en danger, le gouvernement, peu importe la couleur du gouvernement, ils ont toujours une enveloppe budgétaire prête pour ça. Là, quand on parle d'erreurs aussi graves qui s'est passé samedi à Saint-Nicolas, il faut que les gouvernements sortent une enveloppe. Mais c'est pas tout nécessairement l'argent dans la guerre. C'est aussi de regrouper les corps de police, de s'assire, puis laisser les petits conflits qu'il peut y avoir entre corps de police, s'il y en a, je dis bien s'il y en a, mais c'est de descendre, former l'équipe, puis il faut que ça soit fait dans un bref délai, que ça soit fait temporaire, pendant 6 mois, 1 an, le temps qu'il y ait une accalmie. Parce qu'en ce moment, là, on parle d'événements aux 48, 72 heures depuis plusieurs semaines, et ça va se continuer. Puis je peux te dire, Stéphane, le 5 janvier, j'avais eu une information d'un ancien informateur comme quoi que les BFM allaient sévir au cours des prochains jours. Puis regarde ce qui s'est passé. Le 7, il y avait un meurtre à Saint-Urbide, le 11 à Saint-Nicolas, puis le 13 hier. Fait que ça a bougé. Fait que l'information était bonne. Ça se peut dire que ça se planifie. Ils sont très désorganisés, mais il y a une forme d'organisation quelque part. On les dit désorganisés parce qu'ils font des erreurs. Mais Gérald Galland a fait des erreurs. Beaucoup de tueurs à gages ont fait des erreurs parce que le centre de renseignement n'est pas aussi solide que les policiers. Les policiers vont faire des surveillances des jours et des heures, des jours et des semaines pour s'assurer que c'est la bonne personne, c'est le bon appartement, c'est la bonne porte. Mais
c'est pas eux, c'est pas ce qu'ils font, ça presse. J'aurais le goût de te demander, puis peut-être j'ai aucun rapport, mais où est la mafia là-dedans? Y a-t-il encore de la mafia au Québec? La mafia, eux autres aussi, ont des gros problèmes à l'interne. Tu sais, depuis le départ de Rizzuto, ils sont en train de s'organiser, se réorganiser sans arrêt. C'est pas le territoire de la mafia ici. OK. Tu sais, c'est vraiment... La mafia, c'est l'importation, c'est l'argent, c'est le jeu, c'est les livres, mais c'est la région de Montréal, etc. Est-ce que, quand on regarde ça, là, tu l'as dit, ça va s'amplifier dans les mois à venir? On peut pas donner de délai vraiment. Là. Ça semble pas parti pour se calmer. Est-ce qu'on doit être inquiet, nous, la population, là, de voir aller ça? Parce que, tu sais, les guns, hier... Premièrement, petite parenthèse, on retrouve les mitraillettes. J'ai eu la photo, là, la mitraillette est sur le boulevard Vachon. Est-ce que c'est volontaire ou le gars, il a été cabochon puis il l'a échappé? Je crois que c'est volontaire parce qu'à partir du moment où il s'en est servi, puis là, il se doute fortement qu'il va avoir une opération sans, fait qu'il veut pas se faire intercepter avec une mitraillette à bord du véhicule. Fait que, puis là, lui, il pensait-tu à l'avoir atteint? Fait qu'il prend pas de chance, tout comme celui... Là, on joue tout comme celui à Saint-Nicolas qui a laissé une arme longue. Là. L'arme est restée. Donc, à Saint-Nicolas, le gars, l'Ontarien, l'erreur, il a été tiré. Celui qui a tiré, il a jeté le gun en terre et il est parti. Ouais. Là, on parle des mitraillettes. Durant le temps de la guerre des motards, on voyait du 9 mm, des guns, des armes de poing, 9 mm, 3,57, etc. Là, on joue avec des mitraillettes. On met des mitraillettes dans la main des jeunes. J'ai suivi une formation, moi, avec une mitraillette, une 2,23. C'est pas évident, là. C'est un arme que tu contrôles pas. Quand tu pèses à la planche, les balles sortent à gauche et à droite, là. Quand on se magasine des victimes collatérales. Et voilà, c'est très bien dit. Puis hier, on est chanceux qu'il n'y en ait pas. Là. Sainte-Marie-de-Beauce, tu connais bien ce secteur-là. Il y a des passants le matin à 9 h. Là. Mais mettons que j'ai une mitraillette assis ici, là, au bout du studio, puis j'ai jamais trop manipulé ça. Est-ce que ça tire tellement partout que je vise grand comme la fenêtre qui me sépare d'avec Pierre? À peu près. Tu peux le mettre en mode semi-automatique. OK. Parce que là, ça va être balle par balle. OK. Mais j'ai l'impression qu'il marche ça full automatique. Puis ils canardent, eux autres. Là. Puis même si on se doute que la victime, la personne qui était visée par ces balles-là, est un criminel, pourquoi il fuit les lieux? Pourquoi il parle pas à la police? Bah, ça, c'est leur... c'est leur omerta, hein, tu sais. Fait que bon, mais Alexandre Maltais, le Hells Angel, qui était là-dedans visé, on sait que lui, Alexandre... c'est lui qui était visé hier? Oui, Sainte-Marie, Alexandre Maltais. Puis lui, il est membre en règle, puis c'est lui qui contrôle la région de Sept-Îles. C'est quelqu'un qui vient de Sept-Îles. Puis on sait qu'à Sept-Îles, ça brasse beaucoup, pour, comme dirait Ray, anti-péché. Parce que... Puis il y a eu, mais pourquoi la drogue rentre là? Ou, tu sais, il me semble qu'il doit manquer de clientèle dans ce coin-là? Non, il y a un très gros marché des travailleurs, les réserves autochtones qui sont dans ce secteur-là. Très gros marché à Sept-Îles. C'est une ville qui brasse beaucoup, Sept-Îles. Ah ouais? Vraiment. OK. Et, ben, c'est le fun quand vous commencez à sortir du Québec, ils vous envoient là? Ah, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent rester là parce que c'est un gros poste, un poste qui vire beaucoup. Ben, avant, il y avait une police municipale qui ont fusionné avec la Sûreté. Mais, tu sais, beaucoup de travailleurs, il y a du monde qui ont de l'argent. L'argent, ben, ça amène la consommation de drogue. Tantôt, tu m'as dit, bon, peut-être, tu sais, puis c'est des petits reproches comme ça, on jase ensemble. Tu m'as dit, il aurait dû faire appel aux médias pour trouver le véhicule. J'ai l'impression que le Pierre Sanson, qui était en poste quand il était super enquêteur et tout ça... Là, enquêteur. J'avais une super bonne équipe. Ah ouais, c'est ça. Non, mais que si je t'avais appelé pour me donner des renseignements, tu m'aurais raccroché au nez. Je me souviendrai tout le temps, j'étais allé sur une scène de meurtre à Saint-Frédéric, puis c'était Marc Simard, notre gros Marc, qui était sur place, je le connaissais pas à l'époque. Puis je suis arrivé là, puis t'es calé, t'as pas dû me crier après, parce que nous autres, la station était direct à côté. Puis il dit, j'avais demandé, j'ai dit, il y aurait eu un meurtre, est-ce que le corps est encore ici? Il me dit, vous tenez dans les yeux, Calvaire, le gars t'a couché dans la fossette, je l'avais pas vu. Fait que, mais vous vouliez pas parler aux médias. Ben, les policiers n'ont pas le droit. Les affaires publiques, c'est leur tâche. Ouais. Puis ils font bien. Puis moi-même, je parle pas avec mes ex-collègues. Je leur demande pas d'informations, puis ils m'en donnent pas. C'est confidentiel. Puis ça serait de faire une insulte à leur intelligence, de leur demander un détail, puis après ça, couler l'information à gauche et à droite. Fait que, tu sais, ils vont donner un détail qui est médiatisé ou qui est déjà rendu à ces réseaux sociaux. On va en discuter. Mais non, il y a une directive dans chaque corps de police. Un policier ne parle pas aux médias. C'est son service d'affaires publiques qui y parle. Ouais, par contre, mais servez-vous-en plus! Par contre, un enquêteur, moi, dans le passé, je mettais toujours de la pression sur mon chef d'équipe, ou quand j'étais chef d'équipe, ben, et avec les enquêteurs, on se sert-tu des médias? C'est une stratégie. Les médias, là, c'est un pouvoir incroyable. C'est des trouveurs. Tu sais, hier, il y avait peut-être
mettons une vingtaine d'autopatrouilles sur l'opération simple. Et je dis une vingtaine, c'est possiblement moins que ça. Tu sais, mettons là, les périmètres, là, mettons une dizaine, puis 5-6 qui font du ratissage. Mais si tu mets 1000 auditeurs, 1500 auditeurs à la recherche, là, on a rendu une grosse gang. Là. Puis, tu sais, pour prendre l'expression d'André Arthur, à la gang, on sait tout. C'est ça. Ben, c'est ça. Ah oui, je me souviens, un gars de Québec, un concessionnaire de véhicules usagés, qui s'était fait voler un véhicule de luxe, puis il m'avait appelé live un midi. On l'avait retrouvé tout de suite. Ah oui, tout de suite, la gang, le gars dit, hey, je le suis, il est sur la 40 à telle hauteur. Bon, j'ai dit, appelez la police, continuez, et on l'avait localisé rapidement. Il y a un ex-commandant de la Sûreté du Québec et ex-patron de l'UPAC qui est sous enquête actuellement? Ben, Jean Cohen, qui était l'ancien commandant de la Sûreté du Québec, puis commandant de la Sûreté du Québec, à Québec, du district de Québec, c'est tu gères tous les postes de la Rive-Nord, de la Rive-Sud et tout le Bas-Saint-Laurent. Là, c'est un gros job. Là. Jean Cohen, c'est un gars qui a fait à peu près 35 ans dans la Sûreté du Québec, là, plus ou moins. C'est un gars qui, dans toute sa carrière, il n'a jamais eu une accusation disciplinaire, déontologique. C'est un gars qui avait une droiture. Son habit, c'était sharp. Ça n'a jamais été un enquêteur, mais c'est un gars, un gestionnaire. C'est un gars qui était responsable des mesures d'urgence, responsable du sommet de Montebello. Il a géré des grosses affaires, sauf qu'à un moment donné, il était plus dans la bonne gang. Puis là, ben, il y a eu l'histoire que l'UPAC, Robert Lafrenière, ils ont commencé à faire des enquêtes. L'ancien directeur général de la Sûreté du Québec, Richard Deschaines, qui a été acquitté de tout, heureusement, parce qu'il n'avait rien fait de mal. Alors, ils ont fouillé dans ses comptes de dépenses, chez Jean Cohen, pour trouver qu'avec un ami, tu parlais de Bell le matin, c'était un de ses amis qui travaillait pour Bell, il avait même assisté à son mariage, une dépense là, minime, là, de quelques dollars. Ils l'ont tassé, l'ont suspendu administrativement de son poste à Québec pendant des années où il s'en est tanné, il a pris sa retraite. Mais c'est une enquête qui a coûté des millions et scrappé sa carrière, sa fin de carrière, mais surtout son après-carrière. Puis des dommages psychologiques et physiques, c'est irréparable là, de finir comme ça quand tu n'as rien à te reprocher. Puis là, ben, présentement, il y a des procédures civiles. Puis ben, là, le juge... C'est parce que c'est lui qui revient contre Il revient à ses frais aussi. Ça coûte une fortune. Mais là, le juge, on a vu ça dans la presse avant-hier, qu'il a blâmé vraiment l'UPAC là-dedans, dans ce dossier-là, d'avoir pris tant de temps à faire l'enquête, puis d'exonérer de tout blâme ce monsieur-là, ce monsieur Cohen-là. Et d'ailleurs... l'UPAC de ce moment-là, aujourd'hui, on est rendu à l'UPAC 2.0, que je pense qu'on est à une autre année-lumière, là, mais l'UPAC de ce temps-là, sous la gouverne de Robert Lafrenière, il y a eu une enquête pour les fuites médiatiques, entre autres, qui avait amené l'arrestation de Guy Ouellet. Il appelle ça l'enquête, le projet Serment. Stéphane, ça a coûté des dizaines de millions pour essayer de trouver les failles que Robert Lafrenière et son équipe avaient faites. Et le dossier est sur le bureau du DPCP depuis au moins 1 an et demi. Paul Arcand, Luc Dionne en parle souvent à la radio. Ils font des farces. Il est rendu où le projet Serment? Parce qu'il s'intéresse beaucoup à ça. Et puis, on n'a toujours pas de nouvelles, de décision du DPCP là-dedans. Mais c'est une risée parce que ça pourquoi ça pourrait vraiment blâmer des gens qui sont encore en poste? Ou Ben, ces gens-là ne sont plus en poste. Okay, ils ont tous été tassés. On se souvient que Robert Lafrenière était parti la journée du budget là, qui avait été déposé. Mais... c'est des décisions politiques. Le DPCP, en ce moment, c'est difficile pour les policiers. Justement, on parle des dossiers qui ne sont pas solutionnés. Hein. On parle, le meurtre à Saint-Turbide, la tentative de meurtre à Sainte-Croix-de-Lobinière. Il y a beaucoup d'éléments de preuve techniques qui sont recueillis, de l'ADN, etc. Puis c'est long avant d'avoir des résultats. Et au niveau du DPCP, là, on parle de télétravail. Beaucoup de télétravail au niveau du DPCP. Les policiers ont de la misère à rejoindre les procureurs. C'est long. Tu sais, avant de prendre une décision pour autoriser un dossier de meurtre, ça se faisait dans les heures, le matin même que tu avais arrêté la personne. Aujourd'hui, c'est des semaines, des mois, à n'en plus finir. Et puis, quand ces gens-là sont accusés, sont souvent remis en liberté, ils continuent leurs activités. Ça veut-tu dire que, comme mettons dans le meurtre de la fille à Saint-Anselme, qu'on aurait quelques preuves techniques, peut-être pas là, la preuve hors de tout doute, là, qu'on a un suspect mais qu'on ne peut pas procéder? J'ai pas d'informations privilégiées, puis si j'en avais, je t'en parlerais pas, parce que c'est une passoire. Mais non, blague à part, c'est que les policiers, là, à 90%, ont toujours un suspect. Bon, Saint-Anselme, là, les gens de Saint-Anselme, rassurez-vous, c'est pas une histoire de guerre de gang. C'est pas les BMF, c'est pas les Hells Angels. C'était probablement ciblé ou tout simplement vraiment un coucou qui l'a échappé cette journée-là, mais je pense pas qu'il récidive. Bon, les policiers, comme je disais là, au préalable, on a toujours un suspect. Mais à cette heure, il faut trouver la preuve pour être capable de le faire condamner hors de tout doute devant un jury, un juge et jury. Alors...
il leur manque peut-être quelque chose qu'ils sont en train de chercher, mais si j'étais la personne qui a fait ça, ben je dormirais pas sur mes deux oreilles parce que ça peut gagner à sa porte du jour au lendemain. Mais j'ai pas d'informations privilégiées, c'est tout simplement... L'excellente balado qu'on a commencé à produire ensemble va sortir bientôt. En tout cas, bientôt, autour du mois de mars. Si on savait ce qu'on sait pas. Ouais, si on savait ce qu'on sait pas. Puis c'est drôle parce que tu parlais, Nicolas Lacroix, un peu plus tôt dans l'émission, il y a 50 ans. C'était le décès de Richard Blast dans un des podcasts. C'était son frère, Michel Blast. Michel Blast, il avait fait 13 meurtres dans sa carrière. Une belle famille. Ouais. Toi, tu avais vidé ton gun en sa direction? En sa direction, mais comme un de mes amis disait, il se sauvait en zigzag, j'ai tiré dans le zag. Ça t'aurait pris une mitraillette. Ça m'aurait pris une mitraillette. Mais pour moi, ça m'en aurait pris deux. Mais quand il arrive une fusillade, un événement de même, évidemment, tu as un certain stress. Ben oui. Puis là, au début, il se sauvait en automobile. J'imagine que c'est pas aussi facile que les gens le pensent de tirer sur quelqu'un qui bouge. Ah non, effectivement. Puis à l'époque, on avait des 3,57, 5 balles. Puis, tu sais, avec un petit canon, c'est pas... Aujourd'hui, on a des 9 mm, 15 balles. C'est plus précis? C'est plus précis. Bon, à partir du moment où il s'était arrêté dans la bordure de la route, puis que j'étais arrêté, là, j'ai atteint l'automobile, au moins, tu sais. Mais sinon, nous, à Saint-Romuald, les policiers qui avaient essayé de tirer une vache, là, ça avait fait de la une. Mais... Je pourrais vous en compter long, mais je n'oserais pas embarquer là-dedans. OK, c'est bon. Est-ce que tu avais ta veste par balle? Je me souviens pas. Malheureusement, je l'avais sur le banc de l'auto parce que je ne pensais pas en avoir besoin. J'ai bien regretté. Aujourd'hui, les policiers sont consciencieux, ils l'ont toujours. Ils l'ont toujours. Fait que vous voulez entendre la suite de cette histoire-là parce qu'il y a eu un échange de coups de feu entre Michel Blast et Pierre Sanson. Puis ça a fini qu'il l'a emmené faire une commission au dépanneur avant de le livrer en prison. C'est aussi cocasse que ça à suivre. Merci Pierre d'être venu nous voir. À bientôt. Pierre Sanson, enquêteur à la retraite de la Sûreté du Québec.